Nous sommes dimanche et c'est un nouveau rendez-vous du 7 Info sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Congrès extraordinaire du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Donc, c'était ce dimanche la cérémonie de clôture avec justement Simon Compaoré qui passe la main à Bala Sakandé. Processus de fusion de l'UNIPS avec d'autres forces progressistes. On en parle ce soir. Situation sécuritaire à Mangoudara et à Dablo. La marche, le Mali. Et la marche de soutien à la transition, les Maliens veulent une souveraineté dans la défense de leur territoire. Voici pour le sommaire de ce 7 Info. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Et avec nous ce soir, deux invités, Dr Daniel Kéré, directeur exécutif du CIDAM, le Cercle d'études Afrique Monde. Bonsoir, bienvenue docteur. Avec vous, nous allons analyser justement ce congrès extraordinaire du MPP. Bourema Tchombiano, secrétaire national adjoint en charge des relations extérieures de l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris, et par ailleurs président du comité de veille de la fusion de l'UNIPS avec d'autres partis politiques. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Merci, bonsoir. Je rappelle que par ailleurs que vous êtes le directeur général du CGCI, le Centre de gestion des cités. Effectivement. Merci encore une fois de nous rejoindre sur ce plateau. Simon Compaoré s'en va, il laisse la présidence du MPP à Bala Alassane Sakandé. Le congrès extraordinaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès vient de s'achever au Palais des Sports de Ouaga 2000. Vous l'avez suivi d'ailleurs en direct sur nos antennes. Simon Compaoré a été élevé à la dignité de président d'honneur du MPP. Extrait de son discours de revoir. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé mes convictions politiques. À présent, le repos, l'honneur et la gloire, je les partage avec vous tous, compagnons de lutte à divers niveaux. Je vois déjà certains englués dans leur propre pérégrination intellectuelle, dans de futiles questionnements, essayant de trouver des réponses aux interrogations nées de leur imaginaire. À toutes ces personnes, je voudrais dire ceci, et je cite, « La route n'enseigne pas aux voyageurs ce qu'il attend à l'étape suivante. » L'avenir n'appartient à personne. Il appartient à Dieu. Et moi, je voudrais lui rendre grâce pour l'étendue de ses bienfaits dans ma vie. Au moment où je me retire, notre pays fait face avec détermination et résilience à une guerre qui lui a été imposée par les forces du mal. Je prie Dieu afin que les anges de l'Éternel campent autour de nos forces combattantes, autour du Burkina Faso, et leur assurent une victoire définitive sur cette agression venue du fond des âges. Que la paix et la tranquillité, socle de tout développement, soient le partage des Burkinabés et de nos autres frères éprouvés par l'idée terroriste. Au revoir. Longue vie au mouvement du peuple pour le progrès. Demain, puissions-nous dire à Bata. Daniel Kéré, Simon Compaoré, il va quand même manquer à la scène politique, non? Son énergie, sa vigueur et surtout ses formules choc. Hakuna Matata. Oui, il faut préciser que Simon Compaoré, c'est une personnalité politique qui a occupé les devants de la scène politique burkinabé pendant plusieurs décennies. 45-46 ans quand même. Il a été au moins l'un des maires de Ouagadougou et il est resté très longtemps à ce poste.
et par la suite la création de l'actuel parti au pouvoir, le mouvement insurrectionnel et les débuts du gouvernement Roch, et ensuite la présidence du parti au pouvoir. C'est une personnalité qui a vraiment marqué la scène politique burkinabé. Évidemment, lorsqu'une personnalité de ce tremplin se retire, il va s'en ressentir pendant un temps. On va quand même sentir l'absence du personnage, évidemment, mais c'est la logique de toute évolution. Dans tous les secteurs donnés, il y a des potentats qui, à un moment donné, soit à la faveur de la nature, ou soit de leur propre chef, sont amenés à se retirer, et ainsi va la vie. Parce qu'il faut préciser qu'avant qu'ils n'accèdent à la tête du mouvement du Peuple pour le Progrès, il y avait aussi une personnalité emblématique, mais qui est partie par la force de la nature, et Salifou Diallo, tout à fait. Donc, des grandes personnalités comme ça, lorsqu'elles se retirent, évidemment, on le ressent. Le vide pour un certain temps, en tout cas, surtout pour ce personnage atypique quand même. Plusieurs fois annoncé justement ce départ, mais jamais parti. Cette fois, il part, mais part-il véritablement, puisqu'il est quand même président d'honneur? Oui, mais il a si bien dit, et il est amené à s'effacer de la scène politique pour ne pas faire de l'ombre au président, au nouveau président du parti. Bon, les présidents d'honneur, généralement, sont des postes honorifiques. Et lorsque le président d'honneur essaie de s'affirmer, il risque d'aller un peu en contradiction, ou en tout cas d'aller dans une logique d'affrontement, soit larvé, soit ouvert avec la personne qui est amenée à occuper les premiers plans. Parce que statutairement, ce n'est pas le président d'honneur qui représente le parti, c'est le président du parti qui le représente. Donc, il est obligé de s'effacer de la scène politique. Bien sûr, il va peut-être en souffrir pour une personnalité qui était habituée au rôle de premier plan, mais il est obligé de s'effacer de la scène politique pour ne pas faire de l'ombrage à Alassane Bala Sakandé. Parce que ça reste quelqu'un qui est très attaché justement à son bébé, le MPP, et du coup, on se dit il aura toujours ce droit de regard pour rectifier, pour... Oui, le droit de regard ne peut pas cesser, mais beaucoup plus dans les coulisses, à l'ombre, mais pas beaucoup plus sur la place publique. Et là aussi, il faudrait un peu voir cet attelage qu'on voit actuellement entre une sorte de renouvellement générationnel, mais un peu en partie. Parce que le président du parti actuellement, il n'est pas de la même génération que le président du FASO ou Simon Compaoré. Ils ne sont pas de la même génération. Mais il est aussitôt flanqué de vice-présidents qui, eux, sont de la même génération que Simon Compaoré. Je parle de la génération politique. Clément Sawadogo, Salifou Tchemtouré, eux sont de la même génération politique que Simon Compaoré. Et bon, il y a le professeur Waro, il y a... Bien sûr, il y a la nouvelle génération. On a essayé de voir... Donc, une nouvelle génération qui prend la présidence, l'ancienne génération qui est à côté, et l'ancienne génération aussi est supplantée encore, disons, elle est aussi adossée à une nouvelle génération qui ferme la boucle. C'est un bon dosage. Oui, mais c'est aussi un dosage délicat. C'est un dosage assez délicat parce que actuellement, c'est la perspective de la succession de Roch Marc Christian Kaboré qui se dessine. Qui serait le candidat du parti au pouvoir en 2025. Selon les textes, Roch Marc Christian Kaboré ne peut pas se représenter. Donc, il va sans dire que des tractations ou des luttes intestines peuvent déjà commencer à naître par rapport à la succession ou par rapport à la désignation du candidat. Et cet attelage entre une nouvelle génération et l'ancienne génération, si les choses se passent harmonieusement, il n'y a pas de problème. Lorsque l'ancienne génération va essayer de garder la main sur le processus, évidemment, il peut y avoir des tensions avec la nouvelle génération qui pourrait aussi afficher ses ambitions. Justement, parlant de perspective 2025, est-ce que Bala Sakandé, président, est-ce que ce n'est pas justement pour créer le consensus autour de sa candidature à la présidentielle? Parce qu'on sait aussi que les tendances au niveau du MPP, il en existe. Est-ce qu'en envoyant Bala comme président, ce n'est pas pour lui permettre d'avoir toutes les cartes et créer justement ce consensus autour de sa future candidature? Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, donc je n'ai pas participé aux tractations qui ont propulsé Bala Sakandé au pouvoir, disons à la tête du parti au pouvoir. Mais ce que je peux dire, c'est que il était impérieux. C'était très, très important pour le parti au pouvoir d'afficher déjà une image d'une personnalité qui puisse rallier autour d'elle la perspective de sa candidature pour 2025. Si elle le faisait tardivement, cela pourrait provoquer l'implosion du parti. Puisque déjà, chacun nourrit des ambitions, c'est légitime.
tous les militants ont des ambitions politiques, c'est tout à fait légitime. Et si on retarde le processus, les ambitions peuvent se développer et peut-être apparaître de manière de plus en plus ouverte. Et en ce moment-là, ça devient difficile d'imposer une personnalité. Mais nous sommes en 2021 et on a relativement 4 ans pour préparer les choses. Donc, il est bien parti pour essayer de travailler à créer un consensus derrière lui, parce que rien n'est acquis. Et c'est justement toute la subtilité que devrait utiliser Alassane Bala Sakandé, parce qu'il y a l'ancienne génération qui est là, qui entend toujours avoir le contrôle de la situation. Et lui aussi, il est légitime pour Alassane Bala Sakandé d'avoir des ambitions, d'être le candidat du parti. C'est tout à fait légitime. D'accord. Voilà. D'ailleurs, qu'on dit dauphin naturel, entre guillemets, du président Roch-Marc Christian Kaboré. Bala, justement, Alassane Sakandé, qui récupère donc le flambeau, respect, considération et inclusion, 3 mots qui vont guider sa présidence. Extrait. Quand je considère ce que nous avons accompli de grand et de beau ensemble, je ne doute pas que nous puissions ensemble relever les nombreux défis à venir. Et si je devais en définir les plus urgents, je citerai 2. Le rassemblement et le pardon. Le rassemblement d'abord, parce que c'est lui qui fait la force de tout parti. Le rassemblement ensuite, parce que c'est lui qui a toujours fait la force du MPP. Le rassemblement enfin, parce que c'est lui qui fera encore et toujours la force du MPP. Je ne serai pas le président d'un clan politique. Je ne serai pas le président d'un courant politique. Je ne serai pas le président d'un groupuscule politique. Je serai le président au service de l'unité du MPP. Je serai le président au service de la cohésion du MPP. Je serai le président au service de notre idéal commun. Pour cela, la mission que vous venez de me confier, je la placerai sous le signe du respect, de la considération et de l'inclusion. 3 valeurs qui fondent la vie en commun. Oui, docteur, et dans le temps? Absolument. Et je pense qu'il n'a pas d'autre choix que d'adopter cette posture, puisque on voit une sorte de juxtaposition générationnelle qui se profile, et pouvoir manœuvrer dans le sens de représenter le parti, il faut adopter une posture conciliante, non seulement pour sa propre génération, mais aussi pour les autres générations. Donc il est logique qu'il tente cette approche qui vise à rassurer tout le monde, voilà, à fédérer autour de lui et à donner l'impression d'une personnalité, en tout cas, qui se met au-dessus de la mêlée. Et il a besoin de cette posture-là pour pouvoir rassembler derrière lui. Et très clairement, il ressort à travers ce discours-là qu'il essaie de se positionner comme la personnalité qui pourrait représenter valablement le parti au cas où on devrait désigner un candidat pour la présidentielle de 2025. Bala Sakandé, on pourrait le dire aussi, un peu de similarité dans le style de la pratique politique que Simon Compaoré, homme de poigne, de personnalité forte. Mais ils ne sont pas de la même génération politique. Ne serait-ce qu'en termes de différence d'âge, ils ne sont pas de la même génération politique. Maintenant... Sur le style, la pratique politique. Par rapport à leur parcours, disons, par rapport un peu à leur positionnement politique, il ne faut pas oublier que le MPP, c'est un parti qui est né de la scission du Congrès pour la démocratie et le progrès. Toutes ces personnalités que vous voyez se sont fréquentées dans le cadre du CDP. Donc, évidemment, ce sont des personnalités qui se connaissaient depuis très longtemps, qui ont développé des attitudes semblables. L'un, peut-être, a été le mentor d'une certaine façon de l'autre, parce que les aînés que vous voyez actuellement ont formé aussi les jeunes qui sont en train de prendre la relève actuellement. Donc, ils se sont fréquentés et il est possible donc, que certaines personnalités montantes aient pris des habitudes ou des réflexes au niveau des aînés qui sont en train de céder progressivement le flambeau. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de la personnalité de Bala Sakandé? Pensez-vous qu'il sera même justement de créer ce rassemblement, ce consensus pour une personnalité justement qui n'a pas l'expérience militante de certains au sein du parti?
On a parlé justement de ces anciens. Oui, mais attendez, ne faites pas seulement la prime qu'aux anciens. Ce n'est pas parce qu'on a été militant d'un parti pendant 50 ans ou pendant 40 ans qu'on est légitimement placé et on doit écarter forcément les plus jeunes. Monsieur Aubin Diebré, c'est aussi de faire la promotion de jeunes quand même qui semblent être dans une posture de représenter valablement le pays et de représenter valablement les nouvelles dynamiques. Maintenant, par rapport à la personnalité d'Alassane Bala Sakandé, je le juge par rapport à ce qui se présente à la date d'aujourd'hui. À travers son discours, on ressent qu'il se présente comme un rassembleur, comme une personnalité qui se met au-dessus de la mêlée. Et on a besoin de ces atouts-là, de ces qualités pour pouvoir aligner tous les différents courants, toutes les différentes tendances au sein d'un parti politique. Il sait que la tâche sera très, très difficile parce que l'ancienne génération n'entend pas effectivement laisser la main par rapport aux dynamiques qui pourraient se dessiner dans la perspective de 2025 et après. Un premier scénario. Si, par exemple, le candidat Alassane Bala Sakandé venait à être le candidat du parti au pouvoir, c'est un exemple. S'il est élu, évidemment, il devrait quitter la tête du MPP. Qui reprend immédiatement les rênes? C'est un ancien de l'ancienne génération, Clément Sawadro, qui encore, l'ancienne génération tient encore la nouvelle génération sous son contrôle. Encore faudrait-il qu'il soit désigné candidat du parti. Et là encore, l'ancienne génération est là. Ils ont leur mot à dire par rapport aux tractations qui vont se dérouler à partir de maintenant jusqu'en 2025 pour la désignation. Donc, il est obligé d'avoir une posture conciliante à travers tous ces différents courants-là pour pouvoir s'affirmer. Et le ton qu'il adopte me semble être mieux indiqué et on espère que cela va porter des fruits pour le grand bonheur de ce parti. Le ton du rassemblement et du consensus. Quand je parle de personnalité, c'est aussi que, quoi qu'on dise, il a un vécu dans un passé récent. Quand Salif Diallo est parti au niveau de l'Assemblée nationale, on s'interrogeait sur sa capacité justement à représenter au niveau donc, du perchoir de l'Assemblée en tant que président, à remplacer Salif Diallo, cette personnalité assez forte. Mais finalement, on pense qu'il a réussi à ce niveau. Oui, je pense même qu'on devrait casser les idées et selon lesquelles une personne qui n'a jamais fait ses preuves est d'office incompétente. Parce que ces idées nous ont toujours conduit à soutenir parfois des personnalités qui font 2, 3, 4, 5 mandats en disant toujours que non, les nouveaux venus ou la nouvelle génération est incompétente. Il faut qu'on casse définitivement cette idée-là. On doit accorder la prime de bonne foi à une personnalité qui vient d'arriver nouvellement. Et on devrait la juger par ses actions. Évidemment, au départ, on se demandait est-ce que succéder à Salif Diallo, qui était un potentat de la scène politique, est-ce que ce serait un défi que pourrait relever Alassane Bala Sakandé? Mais je pense que les résultats sont là. En tout cas, il tient bien le perchoir et il a même été le directeur national adjoint de campagne pour l'élection présidentielle passée et actuellement, il vient d'être promu à la tête du parti. Donc, on peut encore lui accorder ce bénéfice de la bonne foi, ce bénéfice, disons, cette prime de bonne foi, espérant effectivement que s'il est amené à avoir des ambitions un peu supérieures, il serait également à la hauteur. Je m'inscris d'office dans la posture de ceux qui accordent au moins une prime de bonne foi à des personnalités qui peut-être n'ont pas le parcours de certains anciens, bien que les anciens ne déméritent pas. Mais rester dans la logique selon laquelle les nouveaux venus sont d'office incompétents, on ne pourrait seulement que faire la promotion des anciens. Et dans le contexte du Burkina Faso, ça pose problème parce qu'il y a une véritable crise générationnelle. Il ne faut pas oublier que les actuels dirigeants politiques, ce sont des anciens révolutionnaires. Depuis les années 1980, 83, 84, 87. Ils sont toujours là. Et on a besoin quand même d'un renouvellement de la scène politique. Et je pense que le moment est venu aussi d'accorder le bénéfice, et disons, de la prime, et disons, on espère en tout cas qu'il sera à la hauteur, et je pense que les choses vont bien se passer pour lui. On pourrait dire quand même que là, le MPP sort quelque peu grandi de ce congrès extraordinaire parce que on voyait cela comme le congrès de tous les dangers, des incertitudes, certains même parlaient d'explosion. On pensait que les contradictions à l'interne étaient assez fortes par rapport justement à la succession de Simon Compaoré. Finalement, on peut dire que c'est le début justement d'un consensus, d'une vision commune, et justement, comme l'a dit Bala Sakandé, qui se dégage au sein de ce parti. Non, il y a beaucoup de délicatesse qu'il faut avoir dans l'analyse de la vie d'un parti politique. Évidemment, avant la tenue de ce congrès, on pouvait spéculer sur plusieurs hypothèses. Parce que des cas semblables sont déjà survenus au niveau d'autres partis politiques où on a vu que le fait de promouvoir une personnalité au détriment d'une autre a pu provoquer parfois des scissions. Le CDP l'a vécu, par exemple. Voilà.
évidemment, et comme je dis qu'il faut être un peu réservé, actuellement, effectivement, on a proposé à Alassane Bala Sakandé, il faudrait qu'il tienne bien le navire pour éviter que ce qu'on redoutait ne se produise, puisque les anciens aussi sont là. Et je pense qu'ils ont utilisé un savant dosage qui a consisté à ne pas d'office écarter tous les anciens. Parce que c'était là aussi une erreur à ne pas commettre. Si d'office on disait que bon, c'était le renouvellement générationnel et on enlevait tous les anciens, et cette pratique a eu lieu au niveau des CDP. Comme ce qui s'est passé au niveau du CDP, justement. Et on a vu les résultats. Dernières heures. Parce que des mastodontes de cette trempe-là, en dehors du parti, ça fait peur. Et on connaît aussi ce qu'ils peuvent faire en termes d'appui à d'autres formations de l'opposition. Ce sont des hommes qui ont encore des bases électorales. Tout à fait. Ou même la création de nouveaux partis politiques. Donc on a décidé de marier, disons, les ambitions de l'ancienne génération et les ambitions de la nouvelle génération. Maintenant, comment pouvoir tenir, c'est ça où je dis c'est délicat en fait. Rien n'est encore... Ça veut dire que les premières et deuxièmes années de présidence Bala seront assez déterminantes, déjà qu'on va vers 2025, et on pourrait justement se demander quel avenir pour le MPP sera-t-il resté cette machine électorale. Ça veut dire que pour les 2 prochaines années, Bala devrait justement définitivement convaincre sur cette... Le véritable défi, ce n'est pas immédiatement. Vous savez qu'en matière politique, il y a des stratégies qui amènent à avoir un peu de réserve. Et les gens n'affichent clairement leur jeu qu'à quelques échéances des élections. Donc je dirais beaucoup plus que c'est essentiellement les deux dernières années du mandat de Roch-Marc Christian Kaboré qui seront très délicates pour Alassane Bala Sakandé. Pas dans l'immédiat. Parce que bon, dans l'immédiat, comme l'échéance est encore lointaine, effectivement, on pourrait, s'il y a des stratégies divergentes, elles pourraient ne pas prospérer. Mais à l'approche de l'échéance, vous savez que les tensions au sein du parti sont vraiment dangereuses. Ce sont les 2 dernières années qui sont les années charnières, les 2 dernières années du mandat de Roch-Marc Christian Kaboré, qui sont les années charnières pour le nouveau président du parti. D'accord. Avec ce congrès et ses résultats, on peut dire que le président Roch-Marc Christian Kaboré contrôle toujours le MPP, non? On aurait pensé entre-temps qu'il aurait tourné. Certains cadres du MPP le disent clairement, comme Émile Paris le disent clairement. Le président, quelque part, a tourné le dos au parti. Là, on peut dire qu'il contrôle toujours son parti parce qu'on a oui dit que c'est lui qui a souhaité que Simon Compaoré soit élevé justement au rang de président d'honneur, mais pour Bala Sakandé aussi. Est-ce que quelque part aussi, il n'a pas sa main? Officiellement, Roch-Marc Christian Kaboré n'a plus de lien avec le parti MPP. Après son élection en 2015, il a démissionné. Quand il était investi président de la République, président du Faso, il a démissionné, officiellement. Maintenant, et je ne suis pas naïf, il faudrait quand même préciser que ce n'est pas parce qu'on n'occupe pas un poste qu'on n'a pas une influence sur les dynamiques. Je prends un exemple radical. Le MPP est une scission du CDP. Je pourrais affirmer qu'il peut arriver que des potentats du MPP continuent toujours à avoir, par exemple, des leviers d'action sur le CDP. C'est un exemple que je donne. Et pourquoi pas d'autres potentats du MPP qui, par exemple, auraient démissionné, n'auraient pas aussi toujours un contrôle sur le parti. Donc, ce n'est pas parce qu'officiellement on n'est pas chef d'un parti qu'on n'a pas une influence sur le parti. Il y a plusieurs autres partis, par exemple, comme la NAFA, et il y a un président qui est là, mais on connaît aussi le vrai président. Le MPS, qui bientôt sera absorbé par l'UNIPS, il y a un président, le professeur Augustin Loada, mais on connaît aussi le vrai président. Donc, ce n'est pas parce qu'on occupe forcément une position qu'on n'occupe pas une position institutionnelle qu'on n'a pas forcément de l'influence dans le milieu. Voilà, pour vous répondre clairement, il est possible, on peut envisager des hypothèses où on peut quand même se dire que le président Roch-Marc Christian Kaboré, du fait de son parcours politique, conserve quand même des leviers d'influence, mais pas sur le plan statutaire, pas sur le plan des textes du MPP, mais au moins rationnellement, on peut supposer quand même qu'il puisse avoir une certaine influence sur ce parti. Tout comme beaucoup d'autres partis, le CDP par exemple, qui était son ancien parti politique, et bien d'autres partis qui ont rejoint la mouvance présidentielle. Merci, docteur. Et avec nous, justement, Bourema Tchombiano, je rappelle que vous êtes le secrétaire national adjoint en charge des relations extérieures de l'UNIPS et président du comité de veille de la fusion de l'UNIPS avec d'autres partis politiques. C'est un parti allié, hein, le MPP, qui sort de ce congrès avec des changements majeurs en sa tête. Un mot? Oui, merci bien. Je pense qu'un premier mot, c'est d'abord féliciter le président Bala Sakandé, qui a été élu à la tête du MPP. Et donc, au nom de l'UNIPS, en tout cas, le féliciter. Mais aussi rendre un hommage à Simon Compaoré,
qui a trouvé que le temps était arrivé pour lui, après plus de 4 décennies dans l'arène politique, de se retirer et de passer la main. Donc, pour nous, nous avons assisté à un congrès de maturité du MPP et je crois qu'on en avait besoin, pour notre ancrage démocratique, mais aussi pour vraiment une meilleure assise de nos institutions. Donc je crois que le MPP a affiché vraiment une sérénité et a démontré une maturité à ce congrès que nous saluons en tant qu'alliés. Et en tant qu'homme politique, le départ de Simon Compaoré, ça va créer un peu sur la scène politique, non Oui. L'activisme de l'homme, ça va vous manquer? C'est un baobab qui s'en va. Et son message de revoir était vraiment un message de retraite politique. Voilà, c'est un message de retraite politique, donc c'est sûr que c'est un vide que ça va laisser. Mais en passant le flambeau, je pense qu'il a communiqué aussi quelque part à ces jeunes du MPP le charisme et aussi cette vigueur politique que nous allons voir certains jeunes incarner d'ici là au sein du MPP et ailleurs. Il a certainement donc formé des jeunes au sein de ce parti au pouvoir. L'UNIPS, le MPS et bien d'autres partis politiques. Le processus de fusion est bien en marche. Il est question de créer l'union des forces progressistes. Le message a atteint l'intérieur du pays. On va donc suivre ce reportage, ce meeting de remerciements de militants de l'UNIPS et du MPS et bien d'autres partis progressistes. C'était donc dans le Centre-Nord. L'UNIPS de Maître Benewende Sankara et le MPS de Yacouba Isaac Zida, plus que jamais déterminés à aller en rang serré. Ce 18 septembre, les deux alliés sont à Gomposom, le fief de Yacouba Isaac Zida, pour témoigner leur reconnaissance aux militants pour la bonne récolte après les élections de 2020. Ici, le maître mot est merci. Maître Sankara a réitéré son désir de voir l'unité entre les filles et fils de toute la province du Passouri renforcée. Nous sommes venus pour deux choses. La première chose, c'est vous dire merci, grandement merci. La deuxième chose, c'est de vous dire que désormais nous sommes ensemble et nous ferons les mêmes pas ensemble jusqu'à la victoire finale ensemble. Et lancer un appel aux quatre coins du Burkina Faso, l'Est, l'Ouest, le Nord comme le Sud, que nous soignions le tocsin, le rassemblement, l'unité. C'est ce qu'il faut pour construire ce pays-là. Était également présent à ce meeting de remerciement Alphonse-Marie Ouedraogo du parti l'URD-MS. Pour l'occasion, les militants de l'URD ont réaffirmé leur attachement aux idéaux des partis alliés. On a décidé de rassembler tout le reste de la province à Gomposom pour les remercier. Il faut qu'ils sachent qu'on n'a pas oublié ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme pour nous. C'est vrai que notre objectif n'est pas atteint, mais c'est déjà bon pour une première fois. Dans le flot de gratitude, le président du MPS s'est adressé à ses militants depuis le Canada par appel téléphonique. Il a rassuré les populations de son retour très prochain au pays. Le général Zida est un fils de ce pays qui assumait donc de très hautes responsabilités et qui devrait en principe, au nom de la réconciliation, revenir dans son pays et quitter l'exil pour justement apporter son expertise, son savoir-faire, ses compétences, son patriotisme pour le meilleur du Burkina Faso. Cette sortie du MPS et de l'UNIPS se veut une première d'une série de tournées pour préparer le congrès. En attendant justement ce congrès unitaire les 30 et 31 octobre prochains pour officialiser les clauses de l'Union, les deux alliés ratissent large pour un changement alternatif. Plus tôt dans la journée, la délégation conduite par Maître Benewende Sankara était chez Sa Majesté Naba Gigende de Yako. Avec nous, Bourema Tchombiano, président du comité de veille de la fusion de l'UNIPS avec d'autres partis politiques. Encore une fois, bonsoir. Où en sommes-nous aujourd'hui à l'étape actuelle des choses avec ce processus de fusion? Ok, merci. Il faut d'abord dire que c'est un projet de fusion qui est né entre l'UNIPS et le MPS.
c'est l'aspiration de la base qui a été entendue par les plus hautes autorités responsables de nos partis, au sommet de nos partis, qui ont essayé de prendre langue pour voir comment les deux partis peuvent avoir un même destin, peuvent se donner la main. Et donc, disons que cette fusion est articulée sur 3 colonnes principaux. Hein. D'abord, c'est l'orientation politique, l'idéologie politique. Nous sommes tous des partis de gauche, nous sommes des progressistes. Et Debedian Sankaris, ça c'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est l'ambition que chacun de nos partis a d'offrir au peuple burkinabé une alternative sankariste. Donc, c'est ce qui est très, très important. Et en 3, nous pensons que les deux partis unis l'union fait la force. Voilà, les deux partis unis peuvent réellement ensemble apporter vraiment des solutions aux problèmes burkinabés. Il y a d'autres forces progressistes qui sont intéressées. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que la base, c'était les deux. Maintenant, les deux, après avoir balisé le terrain, après s'être assurés de la viabilité du projet, comme on le dit, quand un homme et une femme parlent de mariage, c'est qu'il y a eu une phase de se courtiser, de faire des fiançailles avant. Voilà. Et donc, je pense que c'est après toutes ces phases-là que les deux parties se sont dit, alors, nous allons lancer un appel à tous les progressistes pour que nous puissions faire un front pour une alternative vraiment sankariste pour ce pays-là. Donc, d'où l'appel qui a été lancé le 4 août lors de la signature du protocole de fusion entre l'UNIPS et le MPS. Et heureusement pour nous, l'appel a eu un écho favorable de quelques partis tels que l'URD-MS dont vous venez de parler, face aux causes, et CPP-BF qui est à Bobo. Donc, ces partis ont répondu et l'appel est toujours là. Nous sommes toujours en discussion avec d'autres partis. D'ici le Congrès, peut-être que le cercle va s'agrandir. Mais on le sait, de par le passé, les tentatives d'union par rapport à l'alternative sankariste n'ont pas manqué. Quelle assurance, justement, que cette fois, c'est la bonne? Oui, mais voilà pourquoi nous n'avons pas, dès le départ, essayé d'élargir l'éventail. Nous avons voulu d'abord avoir un soubassement, un socle solide. Et donc, le socle solide est parti de l'UNIPS et du MPS. Et une fois que le socle a été solidifié, que maintenant nous avons dit alors, nous pouvons prendre sous nos épaules d'autres forces progressistes pour qu'ensemble nous puissions aller. Donc je pense que la stratégie quand même a changé. Nous avons tiré leçon des échecs passés pour adapter notre stratégie cette fois-ci, pour se donner toutes les chances de réussir cette fusion-là. L'UNIPS, le MPS, deux partis de la majorité présidentielle. Est-ce que ça veut dire qu'à travers ce projet également, on est en train tout doucement de sortir justement de la majorité présidentielle pour se repositionner sur la scène politique? Non, pas du tout. Je pense que quand j'ai cité mes colonnes, je pense que j'avais eu une perte de mémoire. C'est un peu la troisième colonne, parce que ce qui nous unit, c'est le fait aussi que nous sommes de la majorité présidentielle, le MPS et l'UNIPS, nous sommes de la majorité présidentielle. Nous supportons et accompagnons le programme de son excellent Roch Marc ici en Kaboré. Et donc, pour nous, aujourd'hui, la fusion que nous sommes en train de faire répond aussi à l'appel du chef de l'État qui a adressé, entre-temps, un message à ces partis qui veulent accompagner son programme à pouvoir s'unir. Vous ne pouvez pas être 80, une centaine de partis et pouvoir vraiment accompagner le chef de l'État conséquemment. Donc son désir aussi était qu'au sein de la majorité, il puisse avoir des regroupements forts et que ça soit vraiment une force qui puisse accompagner son programme. Pourquoi vous n'êtes pas allé dans la dynamique de la fusion-absorption? On a vu par exemple avec l'UPR de Toussaint Abel Coulibaly, qui est d'ailleurs rentré dans le bureau politique du MPP. Nous fédérons nos forces. Nous fédérons nos forces. Et pour nous, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Nous voulons, avec tous ces partis qui viennent, fédérer nos forces pour une alternative sankariste. Un mariage qui se dessine, mais ça veut dire qu'il y a un divorce qui se prépare certainement d'ici 2025 avec le MPP, certainement. Non, on ne parle pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Je ne pense pas qu'il va y avoir de divorce. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, notre fusion doit apporter un plus à la majorité. Maintenant,
plus nous avançons vers 2025, et il peut y avoir des alliances tactiques au sein de la majorité pour entrevoir 2025. Donc, vous ne pouvez pas dès maintenant prédire un divorce entre nous et puis le MPP. Non. Aujourd'hui, nous sommes des alliés stratégiques du MPP et nous avons, en tout cas, nous partageons une vision commune et nous pensons qu'il n'est pas exclu que d'ici 2025, il y ait des alliances tactiques aussi. Puisque vous voulez une alternative sankariste, ça suppose qu'à un moment donné, il doit falloir vous assumer. Oui, vous savez, la conquête du pouvoir d'État peut passer par plusieurs chemins. Voilà. Parmi lesquels les alliances tactiques. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, nous sommes allés accompagner la gouvernance, appuyer la gouvernance, mais nous avons essayé d'influer cette gouvernance, apporter cette âme sankariste dans la gouvernance actuelle. Donc, quelque part, et nous avons été pleinement participants de la rédaction du programme du chef de l'État, surtout le second mandat. Donc, c'est pour dire que, quelque part, nous avons apporté l'âme sankariste, mais nous croyons que si nous arrivons à fédérer les forces et à donner vraiment davantage au groupe progressiste l'âme sankariste, nous pourrons avoir une alternative sankariste pour le bonheur du peuple burkinabé, qui va vraiment faire une rupture et donner vraiment plus d'espérance à notre peuple. Yacouba Isaac Zida, maître Bénéwéné Stanislas Sankara, deux figures fortes de la scène politique. Dans cette perspective de 2025, comment on se positionne entre les deux? Est-ce que maître Sankara pourrait porter la candidature de Yacouba Isaac Zida ou ça sera le contraire peut-être? Mais pourquoi pas que les deux portent la candidature d'un militant du parti? Voilà, donc je pense qu'au temps marqué, il appartient au parti de décider qui il peut présenter. Quand un parti veut aller à la conquête du pouvoir, au moment venu, il n'y a pas un candidat déjà prédestiné. Voilà, je pense que le choix du candidat fonctionne aussi de la configuration politique, des chances que vous avez, et voilà, pour pouvoir se prononcer. Et c'est un congrès qui se prononce. Donc, on ne peut pas parler de mais Sankara ou bien du général Zida. Les deux peuvent aussi porter la candidature d'un militant autre que eux deux. Maître Sankara a-t-il encore des ambitions présidentielles? Bon, vous allez lui poser la question plus tard. D'accord. On verra par la suite, dans la perspective justement de 2025, comment ces forces progressistes entendent se positionner. Toujours est-il que vous entendez présenter un candidat en 2025? Tout parti qui naît, le premier objectif, c'est la conquête du pouvoir d'État. Donc, avoir un candidat, c'est sûr qu'on aura un candidat. Mais comment? Comme je l'ai dit, la candidature est multiforme. Voilà. C'est par le trichement aussi des alliances. Autrement, ça veut dire que le divorce avec le MPP 2025, c'est ce que je vous dis. Marquer ce divorce. Dans le trichement des alliances, aussi, c'est possible d'avoir un candidat. Pas forcément déjà présager un divorce avec le... Pourquoi vous voulez présager un divorce avec le MPP? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà. On peut avoir un candidat au sein du nouveau parti que le MPP va supporter. Le MPP peut avoir un candidat que nous pouvons supporter. On ne peut jamais savoir l'avenir. J'emprunte un peu cette citation de Simon tout de suite, qui parlait du chemin qui n'annonce pas à celui qui l'emprunte les prochaines étapes. Donc, je pense que c'est effectivement ça. Donc, la politique, c'est ça. Je pense que notre objectif premier présentement, c'est de renforcer la gouvernance. Renforcer donc la gouvernance. Et c'est quoi la suite justement dans le cadre de ce processus de fusion? Oui, vous voyez que depuis qu'on a entamé la signature du protocole le 4 août, nous sommes sur le terrain parce que pour nous, il ne faut pas faire une fusion au sommet. Donc, il faut arriver à partager l'idée de la fusion, pas à la base. Si la base adhère, là, vous êtes sûr que vous partez pour une bonne fusion. Le congrès définitif de fusion, c'est pour quand? Le congrès définitif, c'est pour les 30, 31 octobre et 1er novembre de cette année. Et comme je le disais, après le protocole, nous avons eu la rencontre des cadres
de ces parties-là, afin que les cadres soient des relais à l'endroit de la base. Aujourd'hui, nous avons des AG sur le terrain, comme l'AG de Gompoussoum que vous venez de voir. Nous avons une AG qui va se tenir à Bobo, certainement le 2 octobre. Le 9, nous aurons une AG à Ouagadougou. Et le 16, nous aurons une AG à Réau. Donc voilà une série d'activités que nous voulons mener avant même le congrès, les 30, 31 octobre et 1er novembre 2021. On attendra donc de voir la suite, puisque vous parlez d'Alternative Sankaris, vous parlez de votre impact dans la gouvernance du MPP. Il y a la question du logement qui vous a été confiée en tant que portefeuille ministériel. Parlons-en, puisque vous êtes le directeur général aussi du CGCI, le Centre de gestion des cités, c'est bien ça? C'est ça. Alors, à ce niveau, il y a cette plainte des populations, des résidents de la cité CGCI au niveau de l'arrondissement 8, la parcellisation et l'attribution de hangars par la mairie de l'arrondissement 8. Vous êtes au courant? Oui, nous sommes au courant. Et comme ça a même fait objet de beaucoup de bruit sur les médias et les réseaux sociaux. Et il faut d'abord dire il faut saluer d'abord le travail que ces associations font au sein de nos cités. Et nous travaillons avec ces associations vraiment en bonne intelligence, en partenariat, parce que pour nous, si ces associations sont mieux organisées, on a un meilleur vivre ensemble dans les cités et ça permet de gérer, de connaître les problèmes des cités et de pouvoir anticiper. Donc je pense que c'est dans leur rôle de pouvoir aussi voir les infrastructures d'accompagnement qui ont été prévues pour la cité, veiller à ce que ça soit fait selon le plan. Donc si quelque part ils ont des soupçons d'attribution et autres, donc c'est normal qu'ils puissent sonner l'alerte. Et donc nos services techniques aujourd'hui un échange avec la mairie pour vérifier la véracité de tout cela. Et aussi, s'il y a lieu que ces sites-là soient sécurisés, nous allons les sécuriser. Mais bon, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Avec la mairie, on aura de plus... Donc, vous n'avez pas une idée claire? Est-ce que c'est réel ou pas, cette opération, justement, aujourd'hui? Bon, je ne peux pas vous dire que c'est réel ou pas. En tout cas, du moment qu'on est en échange avec la mairie, je pense que d'ici là, nous pourrons mieux vous situer là-dessus. Une question, à qui appartiennent ces espaces verts laissés par la CGC? Oui, effectivement, on a même ce problème parce qu'on a besoin même d'écrire une charte de gestion de nos cités. Parce que effectivement, quand une cité s'installe, directement, les espaces verts, la mairie pense que, bon, comme c'est la mairie qui gère la commune, peut déjà attribuer ça et là, voilà, pour que les gens puissent pourvoir aux infrastructures d'accompagnement. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire pour nous d'avoir une charte de gestion de nos cités et savoir à quel moment nous passons la main à la commune. Le CGC ne peut pas garder les cités de façon indéfinie. Parce qu'une fois que les gens finissent de payer et que la cité, le CGC n'a plus rien à recouvrer, il faut arriver à trouver une méthode, une démarche pour reverser ça à la mairie, pour que la mairie puisse gérer. Donc je pense que nous sommes aussi sur cette réflexion d'une charte vraiment de gestion des cités, en bonne intelligence avec la mairie, pour que chacun sache à quel moment il intervient et à quel moment il ne peut pas jouir de telle ou telle chose. À l'étape actuelle, qui gère ces espaces verts? À l'étape actuelle, le CGC gère les espaces, la mairie aussi intervient souvent, mais jamais ils nous écrivent. Voilà. Quand la mairie veut un espace dans les cités, ils nous écrivent, on échange, on essaie de voir pour voilà. Est-ce qu'à l'étape actuelle, la mairie de l'arrondissement 8 vous a écrit concernant ces espaces verts? Non, officiellement, nous dans le cadre d'une opération? Non, officiellement, nous n'avons pas eu d'écrit là-dessus. Et comme je l'ai dit, après l'alerte des associations, nous avons demandé à nos services de rentrer en contact avec la mairie pour comprendre. Parce qu'au-delà même de ça, il y a eu des plaintes aussi sur le marché de Bassenco. Bon, donc il y a tout ça que nous sommes en train de gérer. Avec les attributions de hangars, justement. Comment sécuriser tous ces espaces verts afin d'éviter justement les détournements? Oui, mais je pense qu'à partir de la charte dont nous proposons de définir, d'élaborer, si la charte est élaborée, les espaces peuvent être sécurisés par le CGC en attendant vraiment leur exploitation dans la destination qui a été prévue.
Voilà, c'est très important parce que un espace qui est prévu pour une école ou pour un dispensaire, il faut s'assurer que c'est fait. Et aussi, il faut s'assurer que c'est fait de la façon dont les populations vont en bénéficier. Donc, très souvent, on va aussi vers vite, les gens veulent aller vers vite les privés qui demandent. Et souvent, ces privés qui viennent font après un détournement de destination. C'est ça aussi le problème. Un privé peut voir la mairie, dire nous voulons cet espace pour un dispensaire, mais à la longue, vous voyez qu'il y a eu un détournement de destination sur le sujet. Donc voilà pourquoi nous essayons plus avec aussi les structures de l'État à voir comment promouvoir ces infrastructures d'accompagnement-là. En tout cas, les populations suivent de près ces opérations annoncées justement au niveau de l'arrondissement 8. On en saura davantage dans les semaines à venir. Ils ne seront pas déçus. Merci, M. Bourema Tchombiano. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national adjoint en charge des relations extérieures de l'UNIPS, président du comité de veille de la fusion de l'UNIPS avec d'autres partis politiques. Mais vous êtes par ailleurs directeur général du CGCI, le Centre de gestion des cités. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. Vous restez avec nous pour la suite. Le SOS du maire de Mangoudara, dépassé par la tournure de la situation sécuritaire. Cette commune de la région des Cascades enregistre des centaines de déplacés internes. Une situation qui aurait pu être évitée car il y a eu de nombreuses alertes. Mangoudara, nous sommes à environ 105 km de Banfora, chef-lieu de la région des Cascades. À Mangoudara d'abord, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2020, des individus armés non identifiés attaquaient la brigade territoriale de la gendarmerie de la commune. Pas de perte en vie humaine, heureusement, mais un blessé léger chez les gendarmes et d'importants dégâts matériels. Nous sommes en 2021 et le 9 septembre dernier, les populations de Farakosoro et plusieurs autres villages rattachés toujours à cette commune chef-lieu de la province de la Komoué ont fui leurs concessions à cause d'une alerte d'insécurité relayée par plusieurs médias, une alerte qui fait fermer 3 CSPS dans la province, dont celui de Noumoutié-Dougou. Et voilà qu'à Noumoutié-Dougou, justement, 6 personnes, dont un dozo, ont été tuées, cette fois, dans une attaque armée. Et pourtant, les autorités locales avaient donné l'alerte depuis 2018. C'était prévisible, parce que je peux vous dire que depuis 2018, nous avons cessé d'alerter nos autorités sur la situation qui était en train de se créer chez nous, dans notre zone. Compte tenu que nous avons beaucoup de forêts ici, il est tout loisir à quelqu'un de venir se cacher dans cette forêt et d'entreprendre en tout cas des opérations, en tout cas nuisibles, contre nos populations. Nous avons chaque fois alerté en tout cas la hiérarchie. Aujourd'hui, Mangoudara s'assimile à Kaya ou Dori, au regard du nombre de personnes déplacées qui viennent s'y installer pour avoir un peu de quiétude. C'est entre 7 et 9 villages qui sont touchés par ces menaces, ce qui désole Famoro Ouattara. Mangoudara aujourd'hui, en tout cas c'est difficile parce que nous n'aurions pas pensé à ça il y a quelques années de cela, pour dire que notre chef-lieu de commune pouvait vivre la situation qu'il vit en ce moment. Donc, compte tenu des problèmes sécuritaires, Mangoudara aujourd'hui a reçu énormément de monde venant des autres villages qui, par crainte des hommes armés qui se promènent allègrement dans les villages avec leurs armes, ça crée une psychose, la peur. Le premier magistrat de Mangoudara se veut tout de même objectif. Avant ces derniers événements, l'armée séjournait dans cette partie du pays pour assurer leur sécurité à plusieurs reprises. Des détachements militaires ont été également dans la zone, mais leur présence n'était que momentanée. Alors, ils demandent une présence permanente des FDS. Bien sûr que ce que nous aurions aimé, c'est que les forces soient présentes permanemment sur le terrain. C'est ce qui a manqué, parce que les forces venaient soit pour 2 semaines, 3 semaines et elles repliaient. Une fois que les forces repartent, bon, en ce moment, les gens occupent encore le terrain. Nous avons besoin de la permanence d'éléments sur le terrain.
À ce jour, le véritable problème qui se pose concerne l'alimentation de ces PDI et le manque de logement. Famoro Ouattara explique qu'elles sont accueillies dans des familles, signe de solidarité de la localité, en attendant que les choses se peaufinent clairement avec les ONG et le ministère de l'Action sociale pour soulager plus ces personnes. Situation difficile également à Dablo dans le centre-nord. Cette commune rurale en proie aux attaques terroristes se vide de sa population. Presque tout manque à Dablo, témoignent les victimes. C'est en 2019 que la commune de Dablo, région du centre-nord, province du San-Matenga, a connu la première attaque terroriste sur son territoire. Depuis lors, cette ville qui comptait 27 000 âmes semble être prise dans un engrenage qui l'étouffe progressivement. Exécutions, enlèvements, viols, insuffisance de vivres et de consommables médicaux, autant de difficultés que vivent les populations de Dablo qui se sentent de plus en plus abandonnées. Les habitants sont chassés, frappés et même exécutés dans leurs champs. Des femmes ont été violées. L'axe de ravitaillement en vivres reliant Barsalogo à Dablo est chaque fois attaqué, occasionnant des exécutions et des otages. Le ravitaillement des vivres aux déplacés est presque rare, sinon inexistant. Les structures éducatives sont inexistantes. Depuis 2019, le centre de santé et de promotion sociale fermé. Les malades graves sont donc transportés en charrette d'âne vers le CSS de Kelbo, situé à 15 km, par des femmes. Ce 6 août, l'explosion d'une mine sur l'axe Dablo-Barsalgo a fait 2 morts. Ce dernier incident en date dans la localité montre à souhait que la situation ne s'améliore guère. Les ressortissants de Dablo lancent un appel aux plus hautes autorités du pays pour que des solutions soient trouvées. L'appel de Kaya recommande le renforcement rapide du nombre de FDS à Dablo, notamment en ajoutant des détachements militaires et police et surtout les équiper conséquemment. La formation des VDP et leur dotation en équipement conséquent. La réouverture des structures éducatives. La réouverture du CSPS. Le ravitaillement de vivres à la population vivant dans la dite commune. L'accessibilité de l'axe Dablo-Barsalogo de façon permanente. Le mouvement Appel de Kaya est un regroupement d'une dizaine d'organisations de la société civile, composées entre autres du Balai citoyen, de l'Association pour le développement durable de Dablo, du MBDHP et de l'ODJ. Voilà pour ce qui est de la situation sécuritaire. Et on parle à présent du Mali et de la junte au pouvoir qui séduit une jeunesse africaine en quête de souveraineté. Un grand rassemblement qui a réuni des milliers de jeunes à Bamako, une manifestation pour dire oui à la souveraineté du Mali, à choisir ses alliés. Ceci en réponse à l'affaire signature probable d'un contrat entre le Mali et la société militaire privée russe Wagner. On écoute quelques manifestants, parmi lesquels l'activiste Kémy Seba. Moi, je pense que la libération du Mali entraînera la libération du Sahel et entraînera donc par conséquent la libération de l'Afrique francophone. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici, parce que c'est le centre de gravité du nouveau départ du peuple africain en ce début du XXIe siècle. Le président du G5 Sahel devrait s'inspirer d'Assimi Goïta, de son courage, de sa dignité, de sa justesse et de sa volonté de s'émanciper des tutelles occidentales. D'abord, cette manifestation, elle fait partie de l'aboutissement d'un processus qu'ils ont mis en place pour faire dégager la France. Comme vous le savez, notre mouvement est un mouvement qui s'est acharné contre la politique criminelle française et pour faire appel à une coopération, à un partenariat avec les Russes. Plus précisément, nous avons choisi que notre politique de défense ne dépende plus de la France, ni de Barkhane, ni de l'amusement, ni de personne. Nous voulons que notre politique de défense dépende de nous-mêmes. C'est pour cela que nous sommes allés prendre notre argent pour aller acheter
des services d'une société de militaires, de sécurité et de défense qu'on appelle Wagner. La jeunesse malienne aujourd'hui est en train de se retrouver pour se mettre debout. Nous resterons debout pour libérer notre territoire. Aujourd'hui, la grande question de notre époque, c'est la libération de l'ensemble de notre territoire. Il n'y a qu'un seul agenda, c'est l'agenda du Mali qui doit primer. Personne ne libérera ce pays à notre place. Nous demandons à la jeunesse malienne de Kaï jusqu'à Kidal, Labezanga, où vous voulez, que cette jeunesse s'engage dans l'armée pour aller libérer le territoire de nos ancêtres. C'est ça notre défi, c'est ça notre challenge et nous nous battrons, quoi qu'il advienne. Mais 61 ans de domination, 61 ans d'obstacles, 61 ans d'oppression. Aujourd'hui, les Maliens symbolisent cette date historique pour dire non à l'ingérence dans les affaires internes des pays. Avec respect, avec considération. Les Maliens interpellent la communauté internationale parce qu'elle est responsable aussi de ce qui se passe au Mali. Ce qui se passe au Mali est fait devant le nez et les yeux de la communauté internationale. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 morts. 400 villages sont détruits du territoire malien. Et jusqu'à présent, la paix ne revient pas. Et c'est une manière de dire à Barkhane de revoir sa position. Une équipe qui ne gagne pas se change. Et voilà donc pour cette jeunesse malienne mobilisée derrière la transition Dr Daniel Kéré. Est-ce qu'on peut dire que la junte est en train de devenir là le symbole de la lutte anti-impérialiste? Et la lutte anti-impérialiste, c'est un concept polysémique. Et un des manifestants disait tout de suite que le Mali a le droit de choisir avec qui il peut traiter, ce qui est vrai. Et c'est ce qui explique aussi l'incompréhension de l'attitude française. Je prends quelques exemples. La France est membre de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Indépendamment de cela, la France, avec l'Allemagne, essaie de lancer l'Europe militaire. Ils essaient de construire une forme d'alliance militaire purement européenne, sans l'OTAN. En plus de cela, vous voyez que la France a lancé récemment l'opération Takuba. La France construisait des sous-marins militaires pour l'Australie, non nucléaires bien sûr, même s'ils viennent se faire damer le pion par les États-Unis. Voici autant de situations qui expliquent que la France soit libre de traiter militairement avec qui elle veut. On ne comprend pas alors pourquoi la France va dire à un pays « je ne veux pas que tu traites avec un tel ». Je pense aussi que les dirigeants français n'ont pas suivi l'évolution des mentalités de la jeunesse africaine qui est en train de monter. Tout de suite, j'ai parlé de clivage générationnel. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas moulés dans le même format que leurs aînés. Combien de jeunes ont étudié purement au Burkina Faso ici ou en Afrique? Ils n'ont pas forcément étudié en France, ils n'ont pas forcément été formatés dans une logique où ils avaient un certain rapport avec la métropole. C'est une jeunesse décomplexée qui trouve que la France aussi c'est un pays comme nous, les Français sont comme nous, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que l'opinion de la France allait être différente si c'était plutôt l'armée russe qui intervenait? Parce que là, on parle de mercenaires. La position de la France importe peu par rapport à la nature du groupe qui intervient. Même si c'est Wagner qui n'est pas un mercenaire, le problème pour la France, c'est parce qu'elle ne veut pas qu'une autre puissance vienne, même si c'est sous le couvert de mercenaires, vienne à son précaré. C'est ça, là, en fait, le problème de la réaction de la France. Et c'est cette réaction qui est inadaptée par rapport à l'Afrique de 2021. Parce que la jeunesse actuelle ne raisonne pas forcément comme les dirigeants, disons, des années 80. Maintenant, la souveraineté aussi a une autre façade qui ne ressort pas très clairement des approches des manifestants. Quand on dit souverain, il faut aussi avoir les moyens de sa politique. On ne dit pas que telle puissance, disons, elle est colonisatrice, elle est dominatrice, mais on va aller aussi s'allier avec une autre puissance, disons, pas forcément colonisatrice. La notion de souveraineté, là, ne s'exprime pas, justement. C'est ça aussi le hiatus. Être souverain, ça suppose parce que qu'on apprend à se défendre. Les mercenaires qui viennent aussi, ce n'est pas pour un travail de sacerdoce, ce n'est pas pour un travail philanthropique. Ils sont aussi là pour faire du business, c'est de l'argent qu'ils cherchent. Donc il y a aussi un volet financier qui est lourd. Donc, si on dit qu'on est souverain, on doit aussi le faire par soi-même. Il serait logique que les Maliens se dotent d'outils progressivement pour pouvoir affirmer par eux-mêmes leur propre souveraineté. Et ce qui fait que c'est le début, on apprend peut-être avec non, mais il y a un problème. Wagner, il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup de scandales liés notamment à la gestion des fonds dans le domaine de l'armée. Il y a de gros scandales, des milliards
par rapport, disons, à ces fonds même qui ont été affectés dans l'armée pour lutter contre le terrorisme. Ce scandale a éclaté au Mali, ce scandale a éclaté aussi au Niger. Au Burkina Faso aussi, on a commencé à faire des remous parce qu'on a commencé à se demander, bon, tous ces milliards qu'on injecte dans l'armée et on ne voit pas les résultats, où vont ces milliards? Donc, il faudrait aussi que la jeunesse malienne essaie de comprendre, mais pourquoi depuis longtemps l'État malien injecte autant de milliards, mais les Maliens, l'armée malienne, elle n'arrive pas. Il ne faut pas indexer, il ne faut pas jeter l'opprobre, il ne faut pas accuser forcément la France. Les Français font leur travail, ils se comportent aussi comme les autres pays, bon, disons, les autres puissances dominatrices de ce monde. C'est que le comportement de la France n'est pas à mettre, disons, à l'écart par rapport à ce que peut-être les Américains font ailleurs, à ce que, par exemple, les Turcs essaient de faire ailleurs, et j'en passe. Donc, pourquoi l'armée malienne n'arrive pas effectivement à être, disons, opérationnelle? Ça, c'est un problème aussi malien. Je peux dire que la responsabilité malienne est très, très importante. Et si on n'essaie pas de se focaliser sur ça, on va passer le temps à indexer l'autre. Et autrement, est-ce que la junte est en train de distraire aussi le peuple malien? Non, avec pas forcément une approche de distraction, mais je pense que la logique qu'ils ont adoptée gagnerait à être corrigée en s'auto-analysant, en fait. Qu'est-ce qui fait que depuis longtemps, on n'arrive pas à décoller? Et c'est ce qui fait que j'ai une autre approche par rapport à la crise sécuritaire que nos États vivent, pas seulement le Burkina. Les gens voient la situation des manifestations immédiates. Pour moi, c'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Pendant longtemps, on a passé le temps à affaiblir les États. Pendant longtemps, on n'a pas travaillé à la création d'une nation. Il y a un jeune qui disait tout de suite que oui, que tu sois de Caille, de Tombouctou ou de Kidal, il faut t'enrôler dans l'armée pour aller défendre la tête de tes ancêtres. L'idée de la nation, combien de jeunes aujourd'hui, disons objectivement les choses, sont prêts à aller mourir au nom de leur pays? Je pense qu'il faut le dire objectivement, au niveau de la jeunesse actuellement, ce sont les valeurs financières, disons le confort rapide, le confort matériel qui prime plus que le sentiment national. Mais ça aussi, c'est un processus qui date. Parce que pendant longtemps, nos élites ont échoué à travailler et à créer ce sentiment national. On a échoué aussi à avoir un déploiement maximal de l'État. On a échoué à créer des richesses sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des poches où il y a des vides et où l'État n'existe pratiquement pas. Et il y a des poches où tout est centralisé. Et c'est là crée des remous parce que les terroristes profitent de ce boulevard laissé par l'État pour s'imposer, pour recruter. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens, soi-disant, apparaissent de nulle part et disparaissent. Forcément, ils ont des entrées dans la société, au sein de la population. Pour revenir à la France, justement, on constate que les forces françaises sont au Sahel, mais les résultats attendus tardent toujours à venir. Peut-être que grâce à leur action, on minimise un peu, ça aurait été pire, on n'en sait pas trop. Toujours est-il que le constat est qu'il est... La réalité, c'est que le terrorisme avance, malgré la présence des forces françaises, et on ne comprend pas alors pourquoi la France ne voudrait pas que les pays africains expérimentent d'autres coopérations pour se sortir d'affaires. Oui, à ce niveau, je l'ai dit très clairement, et les dirigeants français n'ont pas compris le mot de raisonnement de la jeunesse africaine de 2021. Je pense que les dirigeants français, peut-être, ils ont un rapport avec les anciennes colonies du type des années 80 ou même bien avant. C'est ce qui pose tout le problème, en fait. Et évidemment, pour le cas du Mali, il y a beaucoup de suspicions par rapport à l'attitude de la France, notamment dans la zone de Kidal. Et je pense que des politiciens et des acteurs politiques au Mali ont dit clairement qu'ils ne comprennent pas pourquoi la France ne travaille pas à ce que l'État, les dirigeants maliens étendent la souveraineté de l'État au niveau de Kidal. C'est ce qui crée des sortes de suspicions, des sortes de craintes ou des sortes d'analyses et qui alimentent la théorie du complot. Parce que visiblement, la France même ne respecte pas les clauses des contrats avec l'État malien dans le cadre de cet apport dans la lutte contre le terrorisme. Il est question de renseignement, d'apport au niveau aérien, mais visiblement, la France fait autre chose que tout ça. Bon, je ne connais pas les termes de les accords. On l'a vu, les autorités de la transition s'exprimer clairement en brandissant justement cet accord. Oui, mais ce qu'on peut aussi dire très sincèrement, je pense aussi qu'il faut éviter de toujours indexer l'autre parce que les Maliens aussi ont une grande responsabilité dans cela parce que les scandales des milliards détournés dans l'armée, ce n'est pas le fait des Français. Ça, c'est une irréalité aussi. Ce n'est pas le fait des Français. On pourrait penser aussi que la junte soulève, parce qu'on a remarqué que certains États ouest-africains, quand ça ne va pas, on agit justement, on agite cette question de l'impérialisme aussi pour se faire une légitimité. Il y a aussi cela. Non, l'idée de soulever la question nationaliste, c'est une idée qui mobilise.
et des dirigeants politiques, soit en difficulté, ou soit vraiment de bonne foi, essaient d'agiter parfois cette fibre. Pour le cas malais, je ne dirais pas que c'est une agitation, parce que le problème de la présence française se posait même avant le coup d'État d'Assimi Goïta. Au temps de Ibeka, le problème existait déjà. Je ne dirais pas que c'est l'apparence de ce régime actuel de transition qui essaie d'indexer la France pour essayer de se couvrir des maux internes. Ce problème existait. Mais indépendamment de cela, il faudrait que la France essaie de réajuster son rapport à ses colonies par rapport à l'évolution du monde. Deuxièmement, il faudrait que nos États aussi acceptent une autocritique pour accepter la réalité que les principaux responsables de la situation dans laquelle nous vivons, ce sont évidemment nos dirigeants. Merci. Docteur Daniel Kéré, je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CEDAM, le Centre d'études, le Cercle d'études Afrique-Monde. Merci encore d'être passé dans le 7 Info ce soir. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce 7 Info. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme et bonne reprise de travail demain. Bonsoir.